RCN. Le son de la différence. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour votre émission Info Senior. Alors, comme traditionnellement, aujourd'hui, j'ai invité un autre métier qui intervient auprès de la personne âgée. C'est un métier qui a été prévu par la loi de 2002 et il s'agit du métier de psychologue. Pour ce faire, j'ai le grand plaisir d'accueillir Rocio González. Bonjour Rocio, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'ai plein de questions sur le métier de psychologue. J'espère que tu vas tout nous expliquer. Alors, d'abord, tu te présentes ? Oui, donc comme tu l'as bien dit, Rocio González, je suis psychologue avec un petit accent espagnol parce que je suis d'origine argentine. Ah ouais, t'es venu à pied ? Non, en avion, c'est un peu loin. Mais du coup, voilà, ça fait presque 13 ans que je suis en France et en intervenant dans le domaine de la psychiatrie déjà presque depuis 10 ans, à peu près. Ah, très bien. Voilà. Donc, les études de psychologue, ça dure longtemps ? Il y a des spécialisations, comment ça marche ? C'est un bac plus 5. En France, en Argentine, c'est pareil aussi, sauf que c'est pas tout à fait les mêmes parcours. En Argentine, initialement, pour une licence, il faut avoir un bac plus 5 plus une thèse. Oula. Et si on veut faire un master, un doctorat, il faut ajouter 3 ans systématiquement, plus une thèse, ce qui est pas tout à fait le cas en France. C'est un bac plus 5, ouais. Et après on peut continuer pour avoir donc un master 2, c'est un bac plus 5. Si on veut avoir un doctorat, on peut ajouter 3-4 ans d'études pour se spécialiser dans un domaine plus particulier. Par contre, après, ça dépend des endroits où on est formé, où il y a des courants, il y a des théories. Chaque psychologue fait un peu le choix de l'outil avec lequel il est à l'aise, et ça dépend aussi des problématiques qu'on traite. Donc le psychologue... chers auditeurs, chères auditrices, vous connaissez ce métier. Peut-être vous envoyez vos enfants auprès d'un psychologue ou d'une psychologue. Mais pourquoi un ou une psychologue auprès des personnes âgées ? Quel est le plus ou quelle est la différence, je ne sais pas comment dire, du métier classique de psychologue et du métier de psychologue auprès de la personne âgée ? Après, il faut déjà, de manière générale, dans la psychologie du développement, on aborde tous les âges, parce qu'on part du principe que le développement commence à la naissance et s'arrête à la mort. Donc, on peut déjà intervenir en termes de vieillissement normal. D'accord. Ça veut dire qu'il y a l'étape du vieillissement, que d'ailleurs le vieillissement physiologique commence dès la conception, oui. Contrairement à ce que les gens pensent. Entraîne un ensemble de changements qui sont propres à la personne âgée, avec des questionnements qui sont propres à l'âge aussi, qui sont d'ordre normal. Donc là, on parle aussi du vieillissement normal. Souvent, c'est attaché à la perte de l'autonomie. Il y a des questions autour de la mort qui peuvent apparaître. Ah oui. On fait les points sur sa vie, ce qu'on appelle techniquement parlant le bilan de vie, c'est-à-dire qu'on revient un peu sur son histoire. En parlant simplement, on se dit de quoi on est satisfait, qu'est-ce qu'on regrette, qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire, pour tenir une conclusion sur soi-même et son histoire. Le but étant de pouvoir partir le plus sereinement possible. Ça relève des questionnements normaux, on va dire, du vieillissement. Ok. Après, il y a ce qu'on appelle aussi les vieillissements pathologiques. C'est quand il y a une maladie qui vient aggraver l'état de la santé de la personne. Mm-hmm. Et on peut parler des maladies, par exemple, neurodégénératives. On tient compte aussi des pathologies psychiatriques vieillissantes. Ah oui. Et là, c'est encore une autre sphère. Donc, on peut dire qu'un psychologue intervient vraiment auprès de tous les âges, en fait. En fait... Tu interviens en maison de retraite, c'est quoi c'est où la maison de retraite où tu interviens ? J'interviens à l'EHPAD, je précise EHPAD parce que c'est vrai que le concept de maison de retraite n'existe quasiment plus, parce que la maison de retraite telle qu'on pouvait la concevoir avant, c'était des personnes âgées autonomes qui avaient besoin un petit peu d'aide pour des actes quotidiens, et aujourd'hui on parle plutôt d'EHPAD. Donc, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dont la dépendance peut varier, peut-être physique, psychique, intellectuelle,
Ce qui fait qu'aujourd'hui, on reçoit un public assez diversifié. Ce n'est plus vraiment les personnes âgées telles qu'on pouvait les entendre il y a 20 ans ou 30 ans en arrière. Je vais te dire pourquoi j'ai dit maison de retraite, c'est parce que j'ai horreur des sigles. D'accord. EHPAD, voilà, alors il y a la CNIL, il y a l'EHPAD, il y a que des abréviations, donc du coup j'essaye de parler français. C'est vrai que je dis ça, mais ça me fait rire parce que c'est très français de parler en mode sigle. Ben oui, ça fait initié, ça fait savant, mais c'est nul. C'est vrai qu'en Argentine, on a un concept qui n'est pas vraiment maison de retraite au départ parce que ça n'existait pas. Ce sont, on va dire, des maisons pour des personnes âgées. Donc, c'est pas ni la maison de retraite ni l'EHPAD. Ce sont des petites structures qui hébergent 10, 15 personnes. Ça s'apparente plus ou moins à une grande maison, on va dire ça. Un peu comme au Canada. C'est pas tout à fait les mêmes. Ouais. Les mêmes approches. Donc, l'EHPAD où je travaille, c'est à Metz, Saint-Dominique à Metz. Ah, très bien. Ah, bah, j'avais reçu et ta directrice et ton président. Alors, je fais exprès de m'adresser à Metz parce que je les connais bien. Et en même temps, c'est pour éviter que ceux que j'invite pas sur Nancy soient jaloux. Voilà. C'est que j'ai entendu parler de cette espèce de guéguerre. Il faut pas que je montre de préférence, il faut que j'ouvre l'antenne à tout le monde. Ah, moi, je suis étrangère, je suis impartiale. T'es doublement étrangère, t'es Messine et Argentine. Et Argentine, c'est ça, aujourd'hui ici, effectivement. Et dans ton établissement, alors, il y a combien de lits ? Il y a 91 lits, dont 13 qui sont attribués à une unité des vies protégées où on héberge des personnes qu'on trouve le cognitif. C'est pas que dans l'unité qu'il y a des personnes qui ont du trouble cognitif, mais ce sont des personnes qui, en plus, ont du trouble du comportement, qui déambulent, qui peuvent avoir des états d'agitation, fois un certain niveau d'agressivité, et qui nécessitent une structure un peu plus contenante. Donc, 91 lits au total, et si je ne me trompe pas, on a 3 lits d'hébergement temporaire. Ah, bien. J'aime bien la façon dont tu donnes l'appellation, une unité protégée. J'aime pas les appellations type unité Alzheimer, machin. Ça qualifie une maladie alors qu'il y a je sais pas combien de manifestations de cette maladie. Donc, et puis il n'y a pas que cette maladie dans ce type d'unité. Effectivement, bon là c'est un peu plus technique, mais c'est vrai qu'il existe des pathologies qui sont neurodégénératives, et là on peut parler des maladies d'Alzheimer par exemple. D'accord. Qui comprennent une neurodégénérescence. C'est un processus qui est particulier, mais il y en a d'autres. Il y a la maladie à corps de Lévy, qui est la 2e maladie neurodégénérative, qui n'est pas toujours très bien diagnostiquée. Et souvent, on passe un petit peu à côté du diagnostic, parce qu'il y a des éléments qui mettent un certain temps à se mettre en évidence. Même pour la maladie d'Alzheimer, des fois, on peut passer 10 ans à passer à côté des symptômes. Donc, c'est pas d'un jour à l'autre. Comme on peut aussi avoir la maladie de Parkinson, ce sont aussi des maladies neurodégénératives, mais qui comprennent d'autres processus différents. Et après, on parle aussi des pathologies vasculaires. Disons que l'effet de perdre ses capacités cognitives n'est pas attaché qu'à la maladie d'Alzheimer. Il y a tout un tas de processus. D'ailleurs, quand on parle de démence, c'est un terme qui n'existe plus vraiment. Aujourd'hui, on parle de troubles neurocognitifs. Voilà, qu'on peut qualifier à différents stades. Et on parle d'une allure neurodégénérative, vasculaire. C'est pas tout à fait la même chose. Mais effectivement, il y a vraiment beaucoup de manifestations et on peut arriver à un état de perte cognitive par tout un tas de biais. Ça peut être les drogues, certains médicaments, ça peut être une tumeur, un accident, un AVC. Bon, il y a vraiment un ensemble de schémas différents que qu'on use ce qu'on parle d'un syndrome. Un syndrome, c'est vraiment un ensemble des symptômes. C'est pour ça que j'aime pas parler d'une maladie ponctuelle, on parle plutôt de syndrome. Et aujourd'hui, le terme technique est trouble neurocognitif. D'accord. Voilà. Alors, comme je t'ai invité pour que tu nous parles de ton métier, je ne sais pas comment on pourrait faire. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce que par exemple, une journée type ou une semaine type, ou est-ce que tu fais qu'aller vers les résidents? Est-ce que tu as des réunions? Est-ce que tu fais Comment t'es organisé? Je suis curieux. C'est particulier, parce que quand j'ai commencé à travailler,
suis quelqu'un de très organisé. J'avais tout un tas de préconisations sur la façon dont j'allais intervenir. Mais cette population, qui est la population des personnes âgées, notamment dans les EHPAD, on ne se retrouve pas dans un hôpital, par exemple, on se retrouve vraiment dans un lieu de vie. Ouais. Donc, il y a tout un tas de paramètres qui font que ça ne se passe jamais vraiment comme on veut. Donc, j'ai appris à me désorganiser pour pouvoir être disponible. Donc, je n'ai pas vraiment une journée type. Certes, il y a des choses qu'on sait qui vont se passer dans la semaine, mais j'ai appris aussi à m'adapter au fait que les résidents ne sont pas toujours disponibles, qu'ils n'ont pas toujours envie, que c'est pas que quand moi je veux que les choses se passent. Et après, j'ai une fiche de poste. Et ça aussi, chaque psychologue a son style d'intervention. Moi, j'avoue que je suis plutôt à aller beaucoup vers les résidents. Ça, c'est dans ma nature à moi. J'ai remarqué, mesdames et messieurs, en visitant cet établissement, Rocio vient vers les visiteurs, vient vers les parents ou les enfants. Elle va toujours vers la personne. D'ailleurs, j'ai remarqué, quand tu t'adresses à une personne qui est assise... le dernier exemple, il y avait une personne en fauteuil roulant. J'ai remarqué que pour lui parler, tu te mettais accroupi. Disons que j'aime pas... Il y a tout un tas d'éléments dans la communication qui sont d'ordre non verbal, et la disponibilité, elle n'est pas que par le fait d'entendre quelqu'un, c'est aussi corporel. Et notamment quand on parle d'handicap, pour les personnes âgées, ils sont extrêmement sensibles à cette disponibilité non verbale. Et c'est vrai que c'est plus facile d'avoir quelqu'un à la même hauteur, qu'on peut se regarder. Voilà, on peut se regarder. Il n'y a pas cette relation de pouvoir aussi. Dominant-dominé. Voilà, c'est ça aussi la question de l'accompagnement. Souvent, quand on parle de la relation aidant-aidé, c'est pas une question de guidance, c'est une question d'accompagnement. Et accompagner, ça veut dire être à côté. Et ça, c'est pas qu'intellectuel ou dans les actes quotidiens, c'est aussi dans l'aspect non verbal. C'est vraiment. Après, moi, je suis de nature tactile, et c'est vrai que les personnes âgées sont sensibles, extrêmement sensibles au toucher, par exemple. Donc, il y a des façons aussi de rassurer. Et c'est des personnes qui ont besoin d'être rassurées souvent. Et c'est vrai que le travail qu'on fait avec son corps, un petit travail beaucoup avec les corps aussi, est fondamental. Aussi important que ce qu'on peut dire aux résidents. Après, est-ce qu'il y a une journée type? Si je peux résumer un peu dans l'ensemble des tâches, ce que je fais, c'est que j'arrive, je regarde un petit peu ce qu'on appelle les transmissions pour faciliter la continuité de soins, voir un petit peu ce qui s'est passé dans la semaine, parce que je suis pas là tous les jours, je suis là que les jeudis, vendredis. Et en général, ça me permet de prendre une petite photo de ce qui s'est passé les derniers temps, plus les transmissions qui se font de façon informelle, sur des choses qu'on s'est déjà dit la semaine préalable, pour vraiment voir comment les choses se suivent au niveau du personnel déjà. Et ensuite, c'est une population qui est très diversifiée, notamment à l'EHPAD où je suis, parce qu'on reçoit une population de la psychiatrie aussi, on reçoit des personnes qui ont un handicap. C'est pas, il n'y a pas une population standard. Ce qui fait que des fois, je peux garantir un suivi psychothérapeutique traditionnel, dans le sens de travailler avec la parole, avec les interprétations, faire le bilan de vie pour ceux qui sont en cours en train de le faire, parce qu'ils ne sont pas tous au même temps, au même niveau de leur vie. Il y a des personnes qui présentent des troubles du comportement, et là, l'intervention n'est plus du tout la même. Je travaille beaucoup l'accompagnement non médicamenteux, essayer d'apaiser par les biais autres que toujours prendre recours à des neuroleptiques ou des psychotropes. Ça peut aussi consister à travailler l'autonomie. Il ne faut pas oublier que le but d'un EHPAD, c'est la qualité de vie et favoriser l'autonomie. Et il y a 10 000 manières d'y parvenir. Il n'y en a pas une seule façon. Et de temps en temps, je me retrouve en ville à faire le sol avec des résidents, pour qu'ils puissent tout simplement sortir un peu, ceux qui choisissent leurs vêtements. Et des fois, ils sont pas tout à fait rassurés, donc je suis là pour les aider. Quand ils me sollicitent, je fais une sorte d'épaule. Mais je laisse la marge de manœuvre pour qu'ils puissent maintenir vraiment le maximum d'autonomie physique et intellectuelle. Tu cherches jamais à forcer. Non, voilà. Par contre, quand ils ont besoin de moi, je suis là. Donc,
Par exemple, ça peut m'arriver quand j'accompagne dans un supermarché un résident faire ses courses et qu'il panique au moment de la caisse et ne sait plus comment gérer l'argent. Ah oui. Et donc, c'est un petit moment de stress où souvent, ils me sollicitent pour que je les aide. Donc, là, pour ces situations-là, je ne suis pas dans une psychothérapie proprement dite, mais je suis dans l'accompagnement. Ouais. Voilà, ça veut dire que l'accompagnement en EHPAD peut prendre vraiment toutes sortes de formes. Comme des fois, on organise des événements aussi qui sont orientés à découvrir de nouvelles choses. C'est fondamental pour bien vieillir de garder la curiosité et ne pas être enfermé dans les mêmes choses, écouter des nouvelles musiques, déguster de nouveaux parfums. Ça stimule aussi la mémoire. Ah oui. Contrairement à ce que les gens pensent, la mémoire, c'est pas que de faire des mots croisés ou répéter sans cesse les mêmes choses. C'est aussi découvrir de nouvelles choses et on essaye constamment. C'est un travail que je fais pas tout seul, c'est toute une équipe. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle la démarche collégiale, ça fait partie de la loi 2002 aussi. On nous demande, et c'est d'ailleurs beaucoup plus enrichissant, de réfléchir ensemble à la meilleure manière de tourner autour d'un résident pour son bien-être. Et donc, des fois, on organise des événements orientés justement à la découverte, à maintenir éveillé les sens. C'est pour ça que je ne peux pas parler d'une journée type, mais de tout un tas de possibilités que je fais quand eux sont disponibles. C'est pas à moi de décider quand les choses se passent. Si on fait à deux, voilà. Donc tu rencontres les résidents au débeauté ou de façon planifiée. Ça change tout le temps. Est-ce que tu reçois aussi leur famille? Tout à fait. Déjà, dans un premier temps, l'infirmière cadre ou le médecin coordinateur, quand il y en a, font un entretien de préadmission. Et dans cet entretien-là, en général, la question est posée, est-ce que vous avez déjà bénéficié d'un suivi psychologique? Est-ce que vous souhaitez rencontrer la psychologue de l'établissement? Donc là, la personne déjà peut donner son opinion, si oui ou si non. Ça peut être un biais. Oui, parce que dans cette génération, c'est un métier qu'ils connaissent pas. Surtout que c'est associé un peu à la folie. À la psychiatrie. Voilà, je suis d'accord. Mais finalement, il y a aussi d'autres manières parce qu'il y a ce qu'on appelle les projets de vie personnalisés. C'est un projet qui intègre dans la globalité l'ensemble d'ajustements que nous, on doit faire pour s'approcher le plus possible à ce qui est chacun tout au sein d'une collectivité. Et donc, on travaille sur une trame, un document, et en général, avant de faire une synthèse qui a lieu au bout de 6 mois d'hébergement, parce qu'on ne peut pas faire une synthèse de quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, on s'apprivoise mutuellement. Et en général, je fais un premier entretien qui est orienté justement à faire le point avec la personne de comment elle voit les choses, qu'est-ce qu'elle souhaite, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, et des choses qui ne sont pas rigides, qui peuvent fluctuer dans le temps. Oui. Ça, c'est un contact aussi. Il y a des résidents qui eux-mêmes ils demandent parce qu'ils ont déjà eu contact avec des psys ou des psychiatres qui souhaitent continuer leur accompagnement. Ça peut être aussi à la demande de l'équipe quand ils sont en difficulté, notamment en termes de troubles de comportement, ou parce qu'ils voient tout simplement que la timie, vulgairement parlant, le moral n'est pas bon. Oui. Et qu'il y a des questions, que la personne pleure, donc ça les interpelle. Et je pense que Saint-Dominique sont bien intégrés le fait que je suis là aussi pour les accompagner. Donc je ne suis pas là que pour les résidents, je suis aussi là pour éclairer des situations auprès des équipes. Et effectivement, je reçois les familles. Pour les familles, j'ai une permanence individuelle pour les accompagner parce qu'il y a des problématiques qui sont propres aux aidants. Et les résidents ne viennent pas et comme ça d'un jour à l'autre avec une pathologie. Et les aidants ont passé des années à domicile aussi, à vivre tout un tas de choses. Et accepter l'institutionnalisation, c'est un processus qui n'est pas évident. Ça peut être aussi dans l'accompagnement en fin de vie. Même après les décès, je reçois des familles parce qu'il faut aussi pouvoir faire le deuil. Et j'ai aussi un café famille. Un café famille. C'est un peu, ça s'apparente un peu à un groupe de parole, mais c'est un peu plus cool, on va dire ça comme ça. Donc on vient, on donne un espace où chacun peut s'exprimer. C'est pas toujours moi qui donne les réponses, c'est souvent les autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déjà fait un cheminement, ils ont des astuces ou des outils qu'ils ont pu découvrir eux-mêmes, qui partagent avec des personnes qui viennent d'arriver. C'est intéressant aussi de voir qu'on n'est pas fou. C'est-à-dire que ce qu'on ressent est aussi vécu par d'autres. Oui. Donc ça rassure et ça permet de garder un peu
une forme d'apaisement aussi dans l'esprit. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont mobilisées quand une personne est institutionnalisée. Des fois, on a des conjoints qui se retrouvent tout seuls à la maison, ils ne savent plus trop comment faire, alors que ça fait des années qu'ils sont aidants, ils sont concentrés sur ce rôle et tout d'un coup, ils se retrouvent dans une forme de vide. Bah oui. Bon, tout ça, il faut pouvoir le travailler. Donc, j'interviens aussi auprès des familles. Bah, j'espère, chers auditeurs et chères auditrices, que vous voyez plus clair sur ce beau métier, passionnant métier. Il y a une expression, Rocio, que tu as utilisée tout à l'heure et qui me plaît bien. Tu as dit que c'était un lieu de vie. Et tu nous as parlé de l'unité protégée. Comment tu as recréé les lieux pour que ça s'apparente à un lieu de vie? Disons que dans cette époque, je suis arrivée il y a presque 8 ans déjà, et quand je veux l'unité, et j'ai trouvé très blanche, très vide. Et c'est vrai que bon, après, c'est curieux parce que dans cette époque, on est une équipe qui est très soudée et on est très proche de la personne âgée en termes d'évocation. Hein. Et c'est vrai que bon, on a cette cohésion dans la vision qu'on a des choses. Et on s'est organisé pour faire ensemble avec l'art-thérapeute, l'ergothérapeute, l'IDEC, le médecin co quand elle était là. Art-thérapeute, il y a des activités artistiques. Ergothérapeute, c'est pour les gestes et postures. Mais pas que ça, c'est la thérapie un peu par le travail. Par aussi, le travail. Voilà. L'IDEC, c'est l'infirmier référent. Et l'infirmière coordonnateur, le cadre. Encore un sigle. C'est ça, c'est l'infirmière qui cadre l'équipe de soins, on va dire. Pardon, je t'ai interrompu, excuse-moi. C'est vrai que ce sont des termes que nous on a l'habitude, mais c'est vrai qu'après, c'est un jargon qui est propre à l'établissement. Eh oui. Mais, et les médecins coordonnateurs, quand elle était disponible à l'établissement, bon, maintenant, malheureusement, on n'a pas, et c'est vrai qu'il y a une pénurie d'ailleurs des médecins coordonnateurs, malheureusement. On a mis en place un projet avec l'aval de la directrice où on a transformé sur le plan architectural cette unité dans une forme de maison qui garde l'esprit des maisons tout en étant un endroit où on a accès à la totalité de l'unité sur un plan visuel, parce qu'il faut quand même pouvoir voir ce qui se passe. Si les gens tombent, il faut quand même pouvoir les voir. Ouais. Ou si jamais ils se disputent, parce que bon, des fois, on se chamaille aussi à l'unité. Oui, hein. Les gens sont bien vivants, donc il y a des choses qui se passent. Les coups de canne. Voilà, des fois on s'énerve aussi, des fois on est content, des fois on danse, et de temps en temps on se tire les cheveux. D'accord. Voilà, c'est sa vie. Hein. Du coup, on a créé plusieurs espaces différenciés avec des choix de couleurs qui sont orientés dans un but thérapeutique, hein, des couleurs apaisantes comme le vert, le bleu qui amènent les calmes. Et on a essayé de créer vraiment une sorte de cocon où les résidents pourraient trouver quelque chose d'intéressant à faire au lieu de tourner en rond, ça cesse de regarder un mur blanc. Ouais, parce qu'il y en a qui appellent ça espace de déambulation. Mais tourner en rond pendant toute la journée, voire la nuit, c'est pas une vie, quoi. Bon, nous, on laisse les personnes déambuler, mais c'est vrai que bon, on a installé une bibliothèque, une cheminée, on essaie de créer des repères, quelque chose de plus contenant. Justement pour que ce soit un lieu de vie et pas juste un hôpital ou un espace où on met les gens parce que c'est pas quoi faire. Un espace cuisine, peut-être? Il y a un îlot central, l'ergothérapeute fait beaucoup de cuisine thérapeutique. Ah, bien. Cuisine avec les résidents. On a justement un monsieur qui était pâtissier, donc il fait de la pâtisserie avec l'ergothérapeute aussi un petit peu. Des fois, il nous donne des conseils, il garde encore des connaissances. Mais oui, il y a des activités, notamment à l'unité, qui sont d'ordre thérapeutique. Et puis, je suppose, des fleurs, des plantes. Oui, mais comestibles. Ah bah oui. Parce que des fois, les résidents à l'unité, ils mangent tout et n'importe quoi. Donc, en fait, on essaie de créer d'ailleurs l'ergothérapeute en ce moment sur ces projets-là. On essaie d'avoir des financements parce qu'il faut beaucoup aussi lutter au niveau argent. C'est bien que d'avoir plus de sous. Bah, nous, si on nous donnait une carte bleue, on ferait plein de trucs. Oui. Parce que des idées, on en a plein. Et des besoins aussi, on en a beaucoup. Donc voilà, on essaie de créer un jardin thérapeutique avec des plantes où c'est les résidents qui entretiendraient, on va dire, les plantes par le biais de l'arrosage, ceux qui manipulent un peu la terre et tout. Mais il faut que ce soit des plantes qui soient susceptibles d'être mangées. C'est vraiment tous les soucis d'une unité de vie protégée, c'est de trouver un compromis entre une liberté
une découverte, une vie le plus souple possible, tout en étant sous la contrainte de la sécurité. Ouais. Donc, il faut veiller aux deux et on essaie constamment de trouver cet équilibre-là pour préserver l'autonomie, mais la sécurité comme une bonne mère, on va dire. Bah oui, oui. Je trouve que c'est une excellente conclusion. Rossio, merci beaucoup. J'étais certain que tu serais intarissable sur ton métier. On sent que tu es très, très passionné. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez bien tout capté ce que Rossio nous a raconté. Sinon, faites savoir à RCN. Et puis, je l'inviterai une autre fois pour continuer à parler de tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne continuation. Et donc, pas de vacances en Argentine à cause de la Covid cette année? Pas cette année, mais bon, l'Espagne, c'est déjà pas mal. Si j'arrive à aller, mais on fait toujours ce qu'on peut. Oui. Bel été et bonne grossesse. Merci. Porte-toi bien et merci beaucoup. Merci. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org